Et si le MacBook Air M5 c'était la machine de dev parfaite? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Gilles Lesmarie, le fondateur de Gladys Assistant, un logiciel open source de maison connectée. Ça fait plusieurs années que je suis sur un MacBook Pro M1 Pro, je suis super content de ce Mac. Je l'avais choisi parce que je fais du développement, du montage vidéo et des lives YouTube. Et mon précédent Mac, qui était un Mac Intel, lui, il supportait pas du tout ce qui était vidéo. Dès que je faisais des lives, il surchauffait. Dès que je suis passé au M1 Pro, là, j'avais plus aucun problème. Mais il y avait quand même un défaut, c'est que je trouve qu'il est quand même assez épais, le Mac M1 Pro. Et du coup, dès que je suis en mobilité, il est quand même assez lourd, plus compliqué à sortir quand on est dans le train ou qu'on veut travailler. Du coup, je m'étais toujours posé la question, et si je passais au MacBook Air? Sauf qu'à l'époque du M1 Pro, les MacBook Air M1 étaient quand même bien en dessous en termes de performance, et donc ça ne me permettait pas de faire ce que je voulais faire au quotidien. Avec la sortie du MacBook Air M5, tout ce paradigme, il a vraiment changé. On a vu des tests de performance Geekbench qui montrent que le MacBook Air M5, c'est vraiment un monstre de puissance, autant en single core qu'en multi-core. Et du coup, quand j'ai vu les tests, moi je me suis dit, c'est la machine parfaite pour moi, elle est super puissante pour faire tout ce que je fais au quotidien. Par contre, quand je serai en mobilité, il va pas me gêner, il pèse seulement 1,2 kg, il se glisse dans le sac. Comme il n'a pas de ventilateur, il fait vraiment zéro bruit, c'est comme si on avait un iPad, mais en fait c'est un Mac. Il a quand même quelques fonctionnalités en moins par rapport à mon MacBook Pro. Mon MacBook Pro, il avait un lecteur de carte SD sur le côté, et il avait un port HDMI. Ce MacBook Air, lui, il a juste 2 ports USB-C et c'est tout. Et du coup, si je veux brancher une carte SD ou si je veux connecter en HDMI, il faut utiliser un adaptateur. Mais au final, je me rends compte qu'avec mon MacBook Pro, c'était des usages qui étaient quand même assez rares. Par exemple, pour connecter mon écran qui est un studio display, je le connecte juste en USB-C tout simplement. Donc au final, je ne me servais pas tant que ça de ces ports. Je vais vous montrer comment configurer un environnement de développement sur ce MacBook Air. Pour l'instant, le MacBook Air est vierge, je n'ai rien installé dessus. Et du coup, c'est une super opportunité de vous montrer comment on configure un environnement de développement Node.js sur Mac de zéro. Ça va vous permettre de voir comment on installe tout ça. Alors moi, j'aime bien Homebrew. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gestionnaire de paquets sur macOS. Ça permet d'installer plein de choses. Et nous, ça va nous permettre d'installer tout ce dont on a besoin pour faire tourner Gladys. Alors déjà, du coup, il faut copier-coller cette commande et l'exécuter dans un terminal. Donc là, j'ouvre Spotlight, je tape terminal et ça va m'ouvrir un terminal. Ok, du coup, c'est marrant, ils ont changé la couleur. Avant, c'était vraiment bien noir, maintenant c'est un petit gris. Je vais copier cette commande ici et ça va installer Homebrew. Alors là, il me demande mon mot de passe sudo qui est juste le mot de passe de votre compte utilisateur. Et maintenant, il va nous installer Homebrew. J'en profite, je pense qu'on va aller installer NVM après. C'est le Node Version Manager. Ça permet en fait d'installer super simplement des versions de Node. Vous voyez, ça va nous permettre de faire par exemple NVM install, là on met par exemple 22 et ça va installer Node 22 sur notre machine. Et ça permet de super facilement changer de version si jamais vous avez plusieurs projets qui utilisent différentes versions de Node.js, c'est pratique. Ok. Ok, du coup, brew est installé. Donc là, si je fais brew install nvm, ça va aller installer. Ah oui, alors non, là il me dit next step, run this command. Ça, c'est pour ajouter Homebrew dans le path. Et du coup, là, si je refais brew install nvm, normalement, ça va fonctionner. Voilà. Là, normalement, on a nvm qui est installé. Et du coup, je vous remonte nvm install 22. Donc, on va faire nvm install 22. Ah, alors là, il me dit... Ah oui, c'est pareil. You should create NVM working directory if it doesn't exist. Ok, donc voilà, c'est bien, il faut suivre les étapes. Mais je vous montre, c'est bien parce que je vous le fais en live et du coup, je fais les erreurs que tout le monde fait et c'est tant mieux. Z profile. Ok,
Donc là, il y a juste Kelia Homebrew, ce qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, on va mettre ça. J'espère que c'est pas en train de flinguer. C'est bizarre, ça ressemble à rien ce truc. Du coup, là, si j'ouvre une nouvelle fenêtre, est-ce que là j'ai NVM? Yes. Ok, c'est bon. Donc là, si je fais node-v, 22. Super. Donc là, on est bon pour Node.js. Gladys, il n'y a pas tant que ça besoin d'autre chose, hein, si je vais revoir le repo Gladys. Je regarde le setup guide. Node 22, ok. Les dépendances, ouais, bah en fait là c'est bon, hein. Donc là maintenant il va falloir cloner le repo. Dans mon cas, alors là il y a deux options. Si vous voulez le cloner juste en HTTPS, vous pouvez faire ça comme ça. Du coup là vous faites git clone, tac, ça va cloner dans le dossier Gladys le repo Gladys. Donc là j'ai peut-être envie de configurer une clé SSH que j'ajoute à GitHub, comme ça je peux cloner le repo de manière authentifiée et après je vais pouvoir faire des commits qui du coup apparaîtront sur GitHub. Donc dans votre cas, par exemple, si vous voulez intervenir sur Gladys, il va falloir faire un fork. Comme ça, vous récupérez votre fork en local, vous faites vos modifications et après vous proposez à partir de votre fork sur GitHub une PR qui va du coup atterrir dans ce repo-là. Donc moi, ce qu'il va falloir faire, c'est que je me connecte à GitHub. Donc ensuite, je vous conseille d'aller sur ce tutoriel. J'ai tapé Generate SSH Key dans Google et le premier tuto de GitHub, il est vraiment super. Ça vous explique comment générer une clé SSH. Donc là, vous pouvez générer ça. Et après, ajouter la clé SSH sur votre compte GitHub pour ensuite avoir l'accès. Moi, je vais le faire avec vous. On va s'ouvrir le terminal ici. Et alors eux, j'ai l'impression, est-ce qu'ils nous donnent... Je ne sais pas si je le fais directement là. Est-ce qu'il le met dans le bon dossier? C'est-à-dire, est-ce qu'il met dans le dossier SSH? Donc là, vous pouvez mettre un commentaire. Donc là, je vais l'appeler MacBook Air M5. Ouais, c'est bon, il met bien dans le dossier .ssh. Et là, on va pouvoir l'appeler. Vous pouvez lui laisser par exemple le nom qu'il donne. Ou vous pouvez juste, si jamais c'est utilisé juste pour un truc, vous pouvez lui donner un nom. Après, vous pouvez réutiliser une même clé SSH sur plusieurs services, hein, c'est pas un problème. Contrairement à un mot de passe, il y a une clé publique et une clé privée. Donc en fait, il n'y a pas un risque que quelque chose fuite. Donc là, je vais l'appeler ID GitHub. Ensuite, je vais pas mettre de passe-phrase. Et du coup, là, ça a généré une clé MacBook Air M5. Du coup, là, ça met la fingerprint. Et donc, ce que je vais faire, donc la public key, elle est ici. Et c'est ça qu'on va ajouter dans GitHub. Faire ça. Alors là, ça va être idgithub.pub, la clé publique. Donc là, je peux faire ça. Alors, c'est pas bon. Coup sûr, il me l'a mis ici. Ah oui, il l'a mis ici. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. On va retirer. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, on va faire mkdir.ssh. On va aller dans ce dossier .ssh et là, on va refaire la commande de tout à l'heure. Hop, id github. Tac, tac, ça l'a généré. Et là, on va faire cat idgithub.pub. Donc là, c'est la clé publique. Donc cette clé, vous la copiez et c'est celle-là que vous allez mettre côté GitHub. Ok? Moi, je vais le faire. Je copie-colle ça. Là, je vais cliquer sur Ajouter. Je mets la clé publique. Et là, je vais le mettre ça. MacBook Air M5. Comme ça, je me rappelle. ADSSH key. Ici, on va aller plus loin. Et là, on va créer en fait le fichier config. Donc là, on va regarder est-ce qu'il y a un fichier config. Donc, je ne pense pas, vu que du coup, ce fichier config, enfin, le dossier SSH n'existait pas, donc config encore moins.
Donc là, je vais faire touch.ssh/config. Touch, ça crée le fichier. Et du coup, là, si je fais open config, ça va m'ouvrir le fichier config. Voilà, là, le fichier est ouvert avec textedit, hein, donc c'est parfait pour ce genre de petits edits. Et là, en fait, ce qui me fait ajouter, c'est ça. Donc en gros, il dit pour le host GitHub, add keys to agent, yes, use kitchen, yes, identity file. Et là, on va mettre ID GitHub. Sachant que ça, c'est l'identity file, c'est la clé privée qu'on a créée tout à l'heure. Je vais faire enregistrer. Et là, maintenant, bah, en fait, normalement, il n'y a plus rien à faire. Si je retourne Gladys, il y a plusieurs options. Vous voyez, il y a HTTPS et il y a SSH. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est SSH. Donc là, je vais copier cette URL et je vais aller dans le terminal. Et dans le terminal, je vais faire CD pour retourner dans le répertoire par défaut. Je clear comme ça, c'est un peu plus clair. Moi, ce que j'aime bien, c'est me créer un dossier code. Dedans, c'est là où je mets tout le code. Donc, je vais aller dans code. Et là, ensuite, je vais faire git clone. Et là, je vais appeler Gladys. J'ai rajouté le dossier ici parce qu'en fait, sinon, par défaut, ça va me créer Gladys avec un G majuscule. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt en minuscule. Donc là, je vais faire git clone. Donc là, ça clone le dossier. Et donc là, ça me dit, OK, donc là, est-ce que je trust GitHub? Parce que c'est la première fois que je me connecte à GitHub. Je vais faire oui. Et voilà. Donc là, si je fais cd Gladys, là, c'est bon, je suis bien dans Gladys. Maintenant, on vérifie, on utilise bien Node 22. Il y a deux choses à faire. On va aller dans le front. On va faire npm i, ça va faire l'installation de toutes les dépendances. Sachant que ça va peut-être pas fonctionner. Est-ce que j'ai oublié des... Tiens, je me rappelle plus. Est-ce qu'il y avait des dépendances natives à installer? Comme c'est pas un truc que je fais tous les jours, je me rappelle pas toujours de tout. Ah oui, il y avait SQLite 3. Ah, donc pour le front, ça va pas poser problème, mais ça va peut-être poser problème pour le serveur. Je vais quand même essayer de faire l'installation. Donc là, je suis remonté de 2 crans et je me suis mis dans le serveur. Je vais quand même faire l'installation sans install rest, mais on va voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas par défaut. C'est quand même un bon test. Il y avait aussi OpenSSL 3. C'est peut-être déjà installé, hein, je pense ça sur macOS. Ok, donc là, typiquement, il a déjà réussi à faire pas mal de trucs. Là, il installe toutes les dépendances de tous les services. On va voir ce que ça donne. Bah, ça a fonctionné. Bon, du coup, là, il n'y a plus qu'une chose à faire. On va s'ouvrir un nouvel onglet de terminal. On va aller du coup dans Code Gladys. Ah non, c'est intéressant. Là, en fait, je suis déjà dans le dossier A. Quand j'ouvre un nouveau terminal depuis un autre terminal, ok. Donc là, je suis déjà dans le dossier serveur. Je vais faire npm start. Ça va lancer un serveur, du coup, Gladys. Là, il a fait toutes les migrations. Le terminal souhaite utiliser le Bluetooth. Allez, on va le laisser, hein. Là, du coup, on a un serveur Gladys qui tourne. Et maintenant, ici, on va remonter d'un cran. Et on va faire npm start. Ça va lancer le front-end Gladys. Oh là, c'est là que je vois la puissance du M5 parce que c'est par rapport à mon M1 Pro, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Alors que déjà, le M1 Pro, c'était un brut. Et donc là, si je fais localhost 1444, super, bienvenue dans Gladys. Je vais créer un compte local pour mes tests. On va l'appeler test, mot de passe test. Là, c'est du test. Je crée un compte local, ok. Ok. Super. On va être en light mode parce qu'on est quand même en plein jour. Mais ok, bah là c'est bon, j'ai mon environnement de développement qui est ok. Donc là, ça c'est pour la partie installation de Gladys, serveur et tout. Maintenant, il faut peut-être que je m'installe mon petit Windsurf. Parce que moi, je développe sur Windsurf. C'est pratique pour faire du code avec l'IA.
Je ne sais pas si vous connaissez Windsurf, je mettrai un lien avec mon lien affilié dans les commentaires, comme ça, enfin dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez utiliser, c'est pratique. Je crois qu'il y a des crédits offerts si vous utilisez mon lien, et puis ça m'offre aussi des crédits, donc tant mieux. Ça me permettra de faire un peu plus de code. Donc Windsurf, en fait, c'est un éditeur de code IA, c'est un peu comme Cursor. Ça nous permet d'utiliser Claude, de lui poser des questions et de faire des développements. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne où je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais ouvrir Windsurf. Ouvrir. Ok. Donc là, oui, je vais être comme VS Code. Plutôt en dark. Qui code en light? Peut-être un malade mental, hein. En tout cas, c'est pas moi. Je vais faire login. Ok, je suis connecté à Windsurf. Donc là, il me dit GPT 5.3 est disponible. Ok. Et là, du coup, on va pouvoir ouvrir un dossier. Code, Gladys, ouvrir. Là, je dis que je trust tout ce qu'il y a dans le dossier code. Oui, bon là, tout ça j'ai déjà fait. Ah tiens, il m'a modifié le package lock. Intéressant. Ok. Ok. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est le code de Gladys. Donc là, avec le dossier front qu'on a lancé tout à l'heure. Du coup, moi, ce que je fais en général, plutôt que d'avoir... On va couper ça, le terminal ici. Plutôt que d'avoir Gladys qui tourne dans un terminal, moi, je l'ouvre ici, je clique sur ça, je vais dans terminal. Après, je vais dans front. Je fais mon npm start ici. Ensuite, je crée un nouveau terminal à côté. Serveur, npm start. Et là, en fait, j'ai du coup mes deux... Alors, ça me fait du coup les mêmes... Et hop, Gladys est disponible. Et là, j'ai toujours Gladys ici. Donc là, je peux faire mes tests, je peux modifier quelque chose dans l'interface, ça le modifie en direct ici, hein. Je peux vous faire une petite démo, hein, mais là, typiquement dans le front, si on va modifier un component euh, au hasard, hein, mais là, je peux modifier quelque chose, par exemple, s'il y a voilà, si dans le header discussion, en fait, je veux le renommer chat, voilà, hop, je modifie, et vous voyez en live, ça modifie. Si je relire discussion, hop, ça remet discussion. Bon voilà, du coup c'est du hot reload, ça permet de développer super facilement. Et en fait avec Windsurf, là si je fais commande L, donc là j'ai tapé commande L, ça m'ouvre cascade sur le côté. Ça en fait c'est l'interface d'IA que j'utilise pour discuter avec une IA et pour du coup demander des développements. Moi en général ce que j'utilise, alors il y a Claude Opus 4.6, ça c'est le top du top, mais bon c'est en x6, donc ça utilise 6 fois des crédits et c'est quand même... Ah non, pardon, pas Claude Opus, pas Claude Opus 4.6, pardon, en x8, donc ça coûte très cher. Sinon, il y a le Claude Opus 4.5, si je tape Opus, qui est en x4 seulement, et qui pour moi, Claude Opus 4.5 est très bon. En fait, toute la gamme Opus de chez Claude, elle est vraiment super bien. Donc je vous la recommande. Après là, on voit qu'il propose d'autres choses aussi. GPT 5.4, je ne l'ai pas encore testé, ça c'est vraiment des trucs tout nouveaux. Et après, il y a aussi Codex qui est tout nouveau. Et là, en fait, du coup, en général, quand il y a des modèles qui sont assez récents, ils proposent des promotions sur les crédits, comme ça c'est moins cher et ça permet de tester. Voilà. Donc il faut que je teste ces modèles. Mais après, sinon, Claude Opus 4.5 ou 4.6, c'est vraiment la Rolls-Royce. Et ça, du coup, c'est des IA où je fais vraiment beaucoup plus confiance qu'un Sonnet ou un Claude IQ qui est même pas proposé tellement c'est un peu bête. Et, euh, et les GPT, je trouve que typiquement, alors j'ai pas testé le 5.3, mais je sais que par exemple GPT 5.1, 5.2, bah moi j'ai testé et je trouvais que comparé à Claude Opus, ça n'a juste rien à voir et c'est quand même beaucoup plus bête, ça fait des trucs assez basiques quoi. Donc voilà, après il faut tester, il faut voir ce qui nous plaît.
Bon, bah super, hein, on a configuré un environnement de développement de A à Z. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce nouveau Mac, si vous voulez que je fasse des choses pour vous montrer quelque chose. Moi, par exemple, un truc qui me donne vraiment envie, j'ai pris un Mac avec un peu plus de RAM que la dernière fois. Là, j'ai pris 24 Go de RAM. Et du coup, j'aimerais tester de faire tourner des modèles d'IA, des LLM en local. Bon, c'est sûr que si je voulais vraiment faire tourner des modèles de taré, j'aurais pris un Mac avec 96 Go de RAM. Après, je pense qu'on est encore loin d'avoir. Enfin, en fait, en tout cas, aujourd'hui, ces modèles-là que vous faites tourner en local, ça va quand même faire surchauffer votre machine pour rien. Des modèles dans le cloud arrivent beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de contexte à, à répondre aux mêmes questions. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas trop de sens pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu directement prendre un Mac de malade, sachant que ça coûte aussi très cher la RAM. Donc si c'était pour se mettre de la RAM juste pour jouer 5 minutes et après se rendre compte que ça ne sert pas à grand chose, bon, autant prendre une machine réaliste, 24 Go, ça sera amplement suffisant. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se tient au courant.